Dans cette conclusion numéro 1, nous allons répondre à 3 questions. Qu'est-ce que l'analyse d'un système chimique? Eh bien, en fait, pour analyser un système chimique, il faut faire 2 choses. Il faut identifier les espèces chimiques importantes pour l'étude. Attention, l'identification de toutes les espèces chimiques présentes n'est pas forcément utile. Par exemple, si vous avez une solution de chlorure de sodium, c'est-à-dire de l'eau salée, et que vous allez vous servir du chlorure de sodium pour l'étude, le fait de savoir que le solvant est l'eau est une bonne chose, on ne va pas s'amuser à aller plus loin. On le sait que le solvant est l'eau et c'est tout. Ensuite, on sait qu'il existe d'autres ions qui vont être en solution. Les identifier ne va pas nous apporter quelque chose pour l'étude. Ensuite, déterminer les quantités de ces espèces chimiques, quantité de matière, concentration en masse ou en quantité de matière. Donc voilà les 2 grands thèmes. Ça va être identifier les espèces chimiques et déterminer les quantités de ces espèces chimiques importantes pour l'étude. Donc pour l'exercice, pour l'activité expérimentale, etc. Ensuite, comment identifier des espèces chimiques? Les espèces chimiques, on a vu au travers de l'activité documentaire, on a vu que les spectres infrarouges, IR, et les spectres UV visibles permettent l'identification des espèces chimiques. On a revu que ça permet de voir. Bien sûr, il existe d'autres techniques d'identification, mais là, ce ne sont plus à partir je vous rappelle qu'on essaie d'analyser un système chimique à partir de grandeur physique. Donc là, je ne parlerai pas des tests d'identification des ions, etc., qui bien sûr permettent d'identifier les espèces chimiques. Ensuite, une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on fait? Comment déterminer la quantité d'une espèce chimique? Là, on va faire le cas des gaz, c'est très simple. Pour les gaz, on utilise la relation du volume molaire, qui permet de calculer la quantité de matière du gaz, ou l'équation d'état des gaz parfaits, qui permet aussi de calculer la quantité de matière du gaz à partir euh, de la pression, du volume et de la température du gaz. Donc attention, cette équation de gaz parfait est valable que avec certaines hypothèses. C'est qu'on suppose que les molécules des gaz sont ponctuelles, donc sont représentées par des points ponctuels, et qu'il n'y a pas d'interaction entre ces molécules. Ensuite, pour les autres cas, on va en fait utiliser 2 lois, qui sont les lois de Colroche et les lois de Beer-Lambert. Ces 2 lois marquent la proportionnalité entre 2 grandeurs physiques. Ça va marquer la proportionnalité pour la première, pour la loi de Colroche, entre la conductivité de la solution et la concentration des ions en solution, ou la concentration en quantité de matière du soluté apporté. Et la loi de Beer-Lambert va nous donner une relation de proportionnalité entre l'absorbance de la solution et la concentration de l'espèce chimique colorée. Donc là, on est déjà dans 2 cas bien particuliers. Ça veut dire que l'absorbance ne se mesure que pour des espèces chimiques colorées ou absorbant dans l'ultraviolet, et la conductivité ne se mesure que pour des espèces ioniques qui conduisent le courant électrique. Donc là, ça limite la possibilité de choisir la grandeur à mesurer pour faire l'étude suivant l'espèce chimique à étudier. Et comment on va utiliser ça? En fait, on va construire des courbes d'étalonnage par mesure d'une grandeur physique. Donc ici, on a vu la conductivité et l'absorbance, mais en seconde, vous avez aussi utilisé la masse volumique de la solution, etc. On peut utiliser donc une grandeur physique que l'on va mesurer sur différentes solutions étalons. Et on va aussi la mesurer, cette grandeur, sur la solution inconnue. On trace la courbe d'étalonnage et par lecture graphique, on va retrouver la concentration en quantité de matière de la solution inconnue, qui sera l'abscisse du point qui aura pour ordonnée la mesure de la solution étalon, la mesure de la grandeur physique de la solution étalon.